Bonsoir Philippe Rodriguez. Bonsoir Jean. Le Bitcoin est sous pression. Vous présidez Bitcoin France, l'association qui défend, qui promeut ce système de paiement électronique de plus en plus apprécié par certains, de plus en plus décrié par d'autres. Le cours du Bitcoin a flambé ces derniers mois. Il est toujours très volatile. Les banques centrales commencent à s'inquiéter. Ça, c'est la nouveauté. Est-ce que le Bitcoin est dangereux ? Le Bitcoin est dangereux ou n'est pas dangereux, c'est une technologie avant tout. Derrière le Bitcoin, en fait, il y a une vraie technologie qui s'appelle la blockchain. Et c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à désinventer, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à contourner en quelque sorte. Le Bitcoin n'est finalement que cette application visible d'une technologie plus vaste qui s'appelle la blockchain et qui permet effectivement de distribuer de la confiance de pair à pair sans utiliser d'organisation centrale. Donc quand vous êtes dans une organisation centrale, vous vous intéressez au Bitcoin parce que c'est une nouvelle technologie qui permet effectivement de se faire confiance sans utiliser d'organisation. Une nouvelle manière d'échanger. Reste la question du risque financier dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Quand vous voyez que le cours du Bitcoin a été multiplié l'an dernier, en 2017, par 16, 16 Philippe Rodriguez, alors, ça ne vous inquiète pas? Eh bien, on peut voir les choses de deux façons. D'une part, effectivement, c'est une évolution extrêmement rapide et forte qui a été nourrie par de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché et qui, certains, probablement, ont fait des paris sur la hausse de cette valeur sans vraiment s'intéresser à ce qu'il y avait derrière. Des spéculateurs. Bitcoin, des spéculateurs qui parient sur la hausse. Mais je tiens à signaler aussi qu'il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de détenteurs de Bitcoin qui croient en un futur. Ils croient à un futur en utilisant la blockchain, en utilisant Bitcoin. Et ils font le pari, un peu comme certains ont fait le pari dans les années 2000 que l'Internet allait servir à quelque chose et que le web allait servir à quelque chose. Ils font le pari que dans les années qui vont venir, eh bien, les applications décentralisées, les applications qui vont utiliser ces blockchains vont servir à notre société. Quand vous entendez un des gouverneurs de la Banque centrale européenne dire « Le Bitcoin, et je le cite, est un objet purement spéculatif qui se fait passer pour une monnaie ». Voilà. Et c'est ce que pensent beaucoup de banquiers centraux aujourd'hui. Alors, il manque un mot dans cette phrase, il manque technologie. Alors, c'est évidemment, et on est devant une réalité qui est une réalité complexe. C'est à la fois, effectivement, quelque chose qui peut ressembler à un actif financier, mais c'est aussi une technologie, c'est aussi une nouvelle façon de penser le monde, en réalité. Et c'est intéressant de voir à quel point les organisations centrales s'intéressent au Bitcoin, s'intéressent à ces applications décentralisées. Les applications décentralisées, le Bitcoin ne s'intéresse pas aux organisations centrales. Elles sont créées ex nihilo, de façon à pouvoir s'en passer. Depuis quelques instants, on vous entend parler de centralité, de centre, de décentralisé. Prenons les choses très concrètement, parce que je suis sûr que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris à quoi servait le Bitcoin. Est-ce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours ? Alors, on n'en a pas forcément besoin dans la vie de tous les jours pour acheter son pain. Soyons honnêtes, on a tout un tas de systèmes monétaires aujourd'hui qui fonctionnent relativement bien et qui ne nécessitent pas d'utiliser du Bitcoin pour acheter son pain. Pour faire un transfert, par exemple, un transfert d'argent d'un point A à un point B de la planète, là, le Bitcoin, il devient intéressant parce qu'on est capable effectivement de faire des transferts massifs d'argent qui vont permettre de le faire dans des ordres de magnitude en termes de coûts qui n'ont rien à voir avec le système bancaire et surtout dans des rapidités et avec une sécurité qui est aujourd'hui inégalée. Donc on voit sur le Bitcoin ce type d'application, mais on pourrait décliner ça sur un grand nombre de crypto-monnaies qui chacun ont un usage différent et chacune apporte un usage différent. Donc le IOTA par exemple qui permet de permettre les paiements à l'intérieur du monde de l'Internet des objets, qui va pouvoir permettre d'utiliser différemment l'échange de valeurs pour l'Internet des objets. On pourrait parler du Ripple, on pourrait parler de Mais aujourd'hui, à part quelques sites commerçants, quelques pays qui sont un peu plus en pointe, on ne s'en sert pas du Bitcoin. On s'en sert aujourd'hui de plus en plus comme étant une réserve de valeur. La réalité, c'est que parmi toutes les crypto-monnaies, on est en face d'un vaste zoo dans lequel chaque animal est très différent. Le Bitcoin, lui, sert à la réserve de valeur. Il me permet, un peu comme l'or, de pouvoir me réfugier derrière une valeur dans laquelle je vais pouvoir stocker une valeur qui est à l'abri de la monnaie politisée, qui est à l'abri de la monnaie qui peut être... Enfin, les valeurs, elles sont garanties par des institutions, l'or, en général. Vraiment ? En général. Bon. L'or, c'est un mauvais exemple. L'or ne l'est pas, par exemple. Non, mais enfin, vous avez des institutions, vous avez
des banques centrales, vous avez des régulateurs. Encore une fois, la fluctuation du Bitcoin, elle dit sa volatilité, elle dit son incertitude aussi. La volatilité, c'est un bon point. Prenons l'or, par exemple. L'or est volatile. On est parti de $35 en 1971. On a atteint, je crois, les 1000 euros pour l'once. C'est l'or de demain, le Bitcoin, c'est ça que vous nous dites ? En tous les cas, effectivement, derrière Bitcoin, on a une application clé qui est forcément très attachée à cette réserve de valeur. Et ensuite, on peut regarder d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, qui sont tout autant intéressantes et qui vont avoir à chaque fois des applications bien précises pour créer une organisation différente du monde, une organisation décentralisée, effectivement, dans laquelle les individus que nous sommes, nous prenons en main et on va utiliser les technologies, ces algorithmes pour diffuser de la confiance. On peut parler du risque financier, on l'a beaucoup fait ces dernières semaines. On peut aussi parler du risque écologique, parce que pour fabriquer des bitcoins, je le dis avec des mots de la vie de tous les jours, il faut beaucoup d'ordinateurs, il faut du réseau, il faut aussi beaucoup d'électricité. Le bitcoin est énergivore. Et le climat ? Alors, on a beaucoup parlé de cette voracité énergétique, en quelque sorte, du Bitcoin. Il y a de quoi, parce que certaines études sont très alarmantes. D'après le site Digiconomist, le Bitcoin consomme plus d'électricité que le Danemark ou le Nigeria. Oui, alors c'est juste, cette étude est très décriée. Moi, j'ai d'autres études qui me montrent plutôt, pour donner un ordre d'idée, qui me montrent plutôt qu'on serait dans des ordres de grandeur qui seraient plutôt le 8 térawattheure, alors que l'étude que vous mentionnez parle plutôt de 30, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que le Bitcoin a besoin effectivement de puissance informatique, il consomme de l'électricité. Aujourd'hui, le Bitcoin est souvent miné, utilisé dans des endroits, vérifié dans des endroits où on a besoin d'électricité à très bas coût. Et il s'avère en fait que dans la plupart du cas, les Bitcoins sont minés dans des endroits dans lesquels on utilise de l'énergie qui est perdue. C'est des endroits dans lesquels on produit plus d'énergie que ceux dont on a besoin. Donc vous le défendez. Encore et toujours, Philippe Rodriguez, merci. On pourrait parler longtemps encore de ce Bitcoin. On aura d'autres occasions de le faire. Certains le défendent, c'est votre cas. D'autres le critiquent, on l'aura compris. Je signale, pour ceux qui veulent comprendre, et quoi qu'on en pense finalement, votre livre, La Révolution, la technologie, la révolution blockchain, sur cette nouvelle technologie et donc le Bitcoin, c'est édité chez Duno. Merci Philippe Rodriguez. Merci à vous.